Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que de nous informer pour mieux agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de notre entretien sur le thème de la production d'ignorance appliquée au domaine du nucléaire et plus particulièrement au contexte de la catastrophe de Fukushima. Cet entretien avec Thierry Ribaud avait été enregistré en août dernier. Thierry Ribaud est chercheur au CNRS et co-auteur de l'ouvrage « Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima », paru à l'encyclopédie des nuisances en 2012. Alors, ce thème de production d'ignorance a déjà fait l'objet de 3 émissions sur Radio Galère, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du collectif Anti-Nucléaire 13. Nous y avons abordé les thèmes suivants. La réduction des connaissances dans le cas de la catastrophe de Fukushima, l'abandon des normes scientifiques pour l'adoption de normes culturelles entre guillemets, on a fait des tentatives de définition. Et puis finalement, on a abordé le phénomène de la cogestion et la participation citoyenne à cette cogestion, en particulier au travers d'associations sur le terrain à Fukushima. Donc aujourd'hui, on va essayer de tirer les conclusions de ces émissions en commençant par un premier constat sur l'élaboration des discours qui conduisent à la production d'ignorance. On va mentionner dans cette première partie d'émission un certain nombre de sigles d'organismes dont je vais vous redonner la signification. Donc on va mentionner la CIPR, qui est la Commission internationale de protection radiologique, qui établit des recommandations sur les normes de radioactivité qu'on est censé accepter. Pour la petite histoire, ces membres sont cooptés de génération en génération. Et puis, il va être question de l'IRSN et de l'ASN. L'IRSN étant l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, tous les deux organismes étant des émanations de l'État français. Donc, un premier constat, on écoute Thierry Ribaud. 3 éléments un peu conclusion liminaires, qui ne sont pas définitives, mais je vais revenir sur mes conclusions, mais plus sur l'axe de réflexion sur la production d'ignorance. Mais avant ça, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses, deux, 3 citations encore. Là, parce qu'on parle de Fukushima et de la situation, de la manière concrète dont certaines personnes sont amenées à faire face au jour le jour, au coup par coup, en déconnectant, encore une fois, en déconnectant totalement l'exposition à la radioactivité de la menace qu'elle génère en fait pour la santé, et en transformant finalement la confrontation à cette radioactivité en une espèce de, je dirais pas que c'est ludique, mais c'est une espèce de, oui, c'est une confrontation hygiénique en fait. Donc c'est ça aussi, quand on parle de banalisation, ça c'est une des dimensions de la banalisation, c'est une hygiénisation de la radioactivité en fait, qui en fait donc repose sur sur la rupture du lien entre la menace, entre la radioactivité et la menace qu'elle fait peser, la menace réelle sur la santé. Mais ce qui est intéressant, vous parliez des dialogues de la CIPR et du fait qu'ils rapportent des propos de ce type-là sur leur propre site. Mais on pourrait également citer Jacques Repussard, l'ex-directeur général de l'IRSN, qui disait en 2013
Ce que les Japonais sont en train d'expérimenter, c'est une coexistence raisonnée avec la radioactivité, forte ici, faible là et résiduelle ou inexistante ailleurs, en minimisant au maximum les risques et donc en s'adaptant quotidiennement à eux. Ce qui suppose de communiquer clairement sur les données disponibles et de travailler avec les populations en faisant appel à leur intelligence et à leur sens de l'adaptation. Le pire serait de s'enfermer dans des objectifs intenables qui provoquent de la déception, du stress et de l'hostilité. Bon, ça c'était en 2013, donc ça c'est un Français qui regarde le Fukushima, mais qui finalement, un responsable donc du nucléaire en France, qui en fait tire des leçons pour le post-catastrophe dans une situation en France. Ne pas provoquer de l'hostilité. Vous avez... Exactement. Oui. Tout à fait. Oui. Ne pas provoquer de la déception, du stress et de l'hostilité. Et, il a raison, ce pauvre monsieur. Philippe Jamet, commissaire de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui déclare dans la revue 2017 numéro 201 de la revue Contrôle, je cite, « Il y a aujourd'hui un énorme travail pédagogique à mener pour expliquer que l'impossibilité de décontaminer complètement une zone n'implique pas que l'on ne puisse pas y vivre, mais qu'il y a des précautions particulières à prendre. Il faut rassurer, expliquer ce qu'est la radioactivité, donner les moyens aux villageois de se contrôler eux-mêmes. » Bon, tout est là aussi, hein, je veux dire. Si on cherche, c'est pas. Oui, bon, oui, après, oui, on peut... Mais bon. expliquer, c'est ce qui est amusant là, c'est expliquer ce qu'est la radioactivité tout en n'expliquant pas, parce que si on explique vraiment. Oui, exactement. On peut pas. Enfin, là encore, il y a du paradoxe parce que soit on explique, soit on n'explique pas. Ah ben, ça c'est sûr que là il s'agit d'expliquer en fait en expliquant que tout est une question de que le Becquerel est essentiellement oui, bah oui. Mais d'ailleurs, ça, c'est ce que disent aussi les gens de l'IRSN, les experts de l'IRSN qui disent il y a le Becquerel scientifique, que eux connaissent bien, et il y a le Becquerel psychologique, qui est en fait le fantasme, c'est le Becquerel fantasmé par la population, en fait. Bon. Il y aurait un Becquerel qui tue et un Becquerel qui tue pas, en fait. Oui, c'est tout à fait. Selon Alors, eux. ce qui est marrant, oui, mais selon eux, le Becquerel qui tue pas, c'est le Becquerel scientifique, puisque c'est le Becquerel qu'ils connaissent, eux. C'est tout ça est très... Oui. Ah oui, c'est compliqué parce que alors qu'en fait, je veux dire, on peut pas. Enfin là, on a quand même pas mal de sciences qui nous. Il n'y a pas que de la science non faite, il y a aussi de la science faite oui. qui nous dit quand même que la radioactivité est nocive oui. au-delà de 0 millisievert quoi oui. par an. Donc il y a quand même une réalité de la nocivité de la radioactivité effectivement. Quand on disait avant que on pouvait pas considérer ça comme du blabla, tous ces mots-là oui. peuvent pas être considérés comme du blabla puisqu'ils existent et qu'ils veulent dire quelque chose. Mais ces contradictions en elles-mêmes, elles veulent dire quelque chose. Oui, tout à fait. Mais là, je suis pas sûre de ce que ça veut dire. Oui. Mais enfin, voilà. Mais c'est pour ça que je pense qu'une des tâches que nous avons à mener, alors nous, c'est tout le monde. C'est pas seulement les antinucléaires, c'est tout le monde. C'est tout le monde, donc, quel que soit son positionnement par rapport au nucléaire, mais également tout le monde, quel que soit, on va dire, la nature de la parole que l'on souhaite porter, que ce soit une parole scientifique, une parole plus ou moins citoyenne, etc. Je pense qu'on a tous intérêt à c'est pour ça qu'il faut à mettre au jour cette contradiction interne. Oui. Il faut la mettre au jour parce que sinon il faut montrer qu'en fait une chose et son contraire sont dites simultanément et que les injonctions contradictoires, enfin, à mon sens, c'est ça qui nous met dans l'impossibilité, d'une sorte d'impossibilité d'agir. Enfin, oui. Je pense aussi. D'être devant tant de, j'allais dire de mauvaise foi, devant tant de mauvaise foi, quelquefois les bras, oui. Les bras en tombent. C'est pour ça que moi je pense que des contre-vérités assénées comme des vérités, c'est terrible. Enfin, c'est ce qu'on entend dire tout couramment
depuis qu'on parle de post-vérité, etc. Mais effectivement, dans le domaine du nucléaire, comme dans d'autres technologies d'ailleurs, oui. C'est fondamental et c'est structurel, surtout. C'est-à-dire... oui, ça c'est intéressant, j'aimerais bien... Oui. Il faut sans arrêt revenir sur un éclaircissement des discours. Enfin, il faut non pas faire peut-être de l'exégèse, mais il faut quand même il faut lire, relire, mettre au jour les contradictions et les notions mobilisées, comment elles sont mobilisées, pourquoi, etc. Je pense que par exemple, cette histoire de faire participer les gens à la cogestion des dégâts d'un désastre nucléaire, en fait, on voit bien que ça a un lien très profond, très très fort avec la notion de liberté, parce qu'il s'agit bien quand même d'amener chacun à prendre part au dispositif qui va permettre de consentir à la contamination. Il va falloir, il s'agit bien dans la cogestion d'amener chacun à apprendre à vivre dans les conditions d'existence qui lui sont données, même si ces conditions sont mauvaises, en l'occurrence celle d'une exposition à la radioactivité, et à faire pénétrer tout ça dans la culture de masse, en fait. Il faut que le consentement soit accepté de manière massive, le plus massivement possible. C'est ça la cogestion, c'est aussi ça. C'est s'inscrire de manière délibérée dans le paradigme de l'ordre aussi. On voit bien, puisque on l'a vu tout à l'heure avec Madame Ando, là, qui en fait, d'un côté, il y a une critique des autorités, mais d'un autre côté, au final, elle fait encore appel aux experts. La preuve, c'est que maintenant, elle est complètement liée à Jacques Lochard, etc. Et elle participe à des conférences de la CIPR dans le monde entier, à Paris, en Australie, incroyable. Au Japon, bien sûr. Donc c'est bien. Ce qui se présentait à l'origine chez Madame Ando, typiquement, comme une contestation des autorités en disant les normes ne sont pas adaptées aux besoins des gens dans une situation de catastrophe, etc. En fait, on voit bien qu'au final, c'est une critique de l'ordre établi qui ne sert qu'à rétablir l'ordre. Donc, il ne s'agit absolument pas de s'inscrire avec la cogestion dans la transformation. Il s'agit de s'inscrire dans le paradigme de l'ordre. Je peux juste vous lire quelque chose que j'aime bien. Ça, c'est là, on est en France, édition février 2014, plan de réponse accident nucléaire ou radiologique majeur. Bon, voilà. Oui. Donc ça, c'est le b.a.-ba de la petite Bible de ce qu'il faut faire. Machin. Et donc, en point numéro 4, alors stratégie de prise en charge. Au point numéro 4, stratégie de continuité de la vie sociale et solidarité. Oui. Hein donc, surtout pas... Voilà, c'est ce que vous étiez en train de dire. Oui. Donc, c'est un objectif clairement établi par les autorités. Hein. Continuité. Pas de chaos, pas de désordre, pas d'hostilité, hein, vous l'avez dit avant. Oui, enfin c'est pas moi qui l'ai dit, Oui, pardon, excusez-moi, vous l'avez cité, oui. On citait Repussard, oui, pardon. Repussard, directeur général de l'IRSN, mais effectivement, oui. Donc tout ça est cohérent, voilà. Finalement, leurs contradictions sont cohérentes, mon Dieu. Disons que oui, il y a un discours, il y a un discours qui est tenu quand même, qui se tient à peu près d'un acteur à l'autre. Oui, un discours qui donc consiste à, sans le dire, donc à encourager la cogestion, parce qu'en fait la cogestion c'est une congestion de la liberté, ça je l'ai déjà dit, hein, et c'est une congestion aussi du refus d'être privé de la liberté. Et il s'agit bien de ça fondamentalement. Oui. Alors, on va peut-être pas, parce que je voulais, on se donne 5 minutes, mais je suis sûre qu'on reviendra sur toutes ces notions. Et je voulais, avant
qu'on essaye de conclure. Savoir comment, je ne sais pas comment, c'est sur Internet, je voudrais citer un de vos articles là qui s'appelle « Laisser mourir, c'est tuer, co-gérer, c'est co-détruire ». Il est sur Science Critique. Sur Science Critique, voilà. Laisser mourir. C'est paru sur le site de Science Critique. Voilà. Je pense. Il y a eu un texte court et un texte beaucoup plus long. Là, j'ai les 49 pages, c'est ça, et c'est vraiment, et ça regroupe. Enfin, c'est vraiment ce dont on est en train de parler là. Donc, je vous en recommande la lecture. Il est en libre accès, oui. Voilà, il est en libre. Voilà. Donc, ça s'appelle Laisser mourir, c'est tuer, co-gérer, c'est co-détruire. Et je vous laisse. Conclure. J'aurais peut-être juste, je ne résisterai pas à l'envie de laisser Monsieur Lochard conclure, mais vraiment parce que là, j'ai lu ça ce matin et ça m'a donné envie de pleurer, donc je voulais le faire partager à tous nos auditeurs de Radio Galère et à tous les antinucléaires et pronucléaires. Mais je vous écoute. Je commence alors peut-être. C'est encore dans les. Je ne sais pas si c'est Monsieur Lochard d'ailleurs. Si, c'est Monsieur Lochard. C'est la fin des dialogues à Fukushima. Hein. Donc il conclut. Enfin c'est. Alors alors que la 12e réunion de l'initiative de dialogue à Fukushima. Non, c'est pas Monsieur Lochard. Intitulé « L'expérience acquise ensemble touche à sa fin », les participants se sentent en un instant étreints par une intense émotion. Co-président des 12 réunions, Jacques Lochard de la CIPR et Junichiro Tada de l'association Radiation Safety Forum font leurs adieux aux participants qui ont soutenu chacun à sa manière une initiative de 4 ans destinée à redonner leur autonomie aux habitants de Fukushima pour qu'ils puissent surmonter les difficultés d'une vie menée dans un territoire contaminé. À cet instant précis, chacun prend la mesure de l'étendue des progrès réalisés ensemble pendant 4 années. La charge émotionnelle est liée à la conscience d'avoir partagé une aventure humaine et accompli ensemble une tâche considérable. Je passe. Ce qui s'est passé de novembre 2011 à septembre 2015 constitue un exemple unique de démocratie en action, où une communauté n'est plus considérée comme un troupeau de suiveurs passifs, mais comme la somme d'individualités capables de prendre des décisions pour elles-mêmes, sur la base de leur libre arbitre, et pour les autres, sur la base du respect et de la confiance mutuelle. Je vous assure que ça me fait pleurer. Oui, c'est grotesque, c'est sûr. Je trouve que c'est pire que grotesque. C'est... Oui. Je sais pas. Voilà, là je suis sans voix. Je vous laisse conclure alors. Oui, c'est qu'une pierre de plus sur l'édifice frauduleux sur lequel reposent toutes ces idées d'accommodation au désastre. Et on voit bien d'ailleurs au passage que dans ce que vous avez cité, il y a en fait à peine implicitement, il y a bien une critique des normes en fait, et puisque quand on dit il ne faut pas prendre les gens pour un troupeau, etc., c'est bien à ça que ça fait référence. C'est l'idée qu'en fait les pouvoirs publics ne doivent pas considérer la population comme une espèce de masse qu'on gère avec des seuils arbitraires, etc. C'est ça que ça signifie. C'est ça qui est intéressant. C'est que tout ça, c'est codé. Il y a un codage de tout ça et qui en fait vient conforter l'esprit des gens. Évidemment que les gens sont en colère par rapport à l'État. Évidemment. Donc, dans le contexte de Fukushima. Évidemment que les gens sont pas contents dans la manière dont l'État a tracé des limites, des lignes, comme dit Madame Ando, pour arbitrairement, pour décider que telle zone était contaminée et telle autre. Donc là, on est bien, en fait, on est dans une démagogie profonde. Oui. Un populisme atomique même, oui. qui est assez incroyable. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, pour au fond légitimer en retour
finalement une action, une intervention des experts et de l'État, en fait. Rien de plus. Donc c'est tout changer pour que rien ne change. Voilà, donc dans cette première partie d'émission, on vient de tenter d'expliquer comment s'est bâti l'édifice frauduleux, comme le dit Thierry Ribaud, de tout le discours qui accompagne la gestion des populations dans le cas d'une catastrophe nucléaire. Et comment tout ce bel échafaudage a bien en fait pour but le maintien de l'ordre établi. Radio Galère 88.4 FM. Vous êtes bien dans la demi-heure radioactive, émission de contre-propagande sur le nucléaire animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. On est en train d'écouter la dernière partie d'un entretien qu'on a eu cet été avec Thierry Ribaud, qui est chercheur au CNRS, sur le sujet de la production d'ignorance dans le domaine du nucléaire et plus particulièrement dans le contexte de Fukushima. Donc dans cette deuxième partie d'émission, on va écouter les 3 conclusions non définitives, parce que la production d'ignorance est sans cesse renouvelée. Donc les 3 conclusions apportées par Thierry Ribaud. Et je pense que toutes ces conclusions, même si on s'est attaché à la situation à Fukushima, eh bien, elles sont bonnes à entendre et à comprendre par tous ceux et celles qui, selon le cas, tolèrent ou subissent ou refusent le nucléaire. On écoute. Moi, ce que je voudrais dire, encore une fois, on essaie de parler de l'ignorance, mais il faudra revenir sur l'ignorance. Encore une fois, l'ignorance, dans la production d'ignorance et les formes qu'elle prend dans le champ du nucléaire sont évolutives, multiples et évolutives. Donc, on a de quoi faire. Mais je voudrais avancer 3 conclusions par rapport à ce qui se passe à Fukushima et le rapport à l'ignorance, à la production d'ignorance. C'est que d'une part, on se rend compte que l'ignorance, finalement, répond à un impératif économique et social. Oui. C'est-à-dire qu'elle prend la forme d'un doute qui a été créé, qui est créé dans le contexte Fukushima, par exemple, lorsque la certitude est évidente et douloureuse ou effrayante, mais surtout lorsque la certitude est coûteuse. Bon, ça c'est un peu une règle, c'est un peu bête de rappeler ça, mais il faut quand même le dire. C'est parce que tout ça coûte cher, à court terme en tout cas, puisque à long terme ça va coûter encore plus cher, les cancers, mais à court terme c'est parce que ça coûte cher qu'on n'évacue pas. En décembre 2011, il y a eu une planification morbide qui a été énoncée et dont on prendra connaissance seulement 2 ans plus tard, lorsque la presse japonaise aura l'opportunité d'accéder au verbatim des réunions qui ont été tenues. Donc, une planification selon laquelle, on a fait le choix de fixer un seuil de 20 millisieverts par an, comme vous le savez, qui autoriserait le retour des 210 000 personnes en situation de refuge. Alors, selon un ministre qui a participé aux réunions préparatoires à l'époque, un seuil de 5 millisieverts comme celui qui avait prévalu à Tchernobyl, 5 millisieverts par an, donc c'est déjà 5 fois la norme normalement de 1 millisievert par an qui est celle de l'ICRP. Un seuil de 5 millisieverts par an appliqué au Japon aurait impliqué l'évacuation d'une grande partie des 2 plus grandes villes du département de Fukushima, la ville de Fukushima elle-même, et Koriyama, qui font chacune plus de 300 000 habitants. Ce qui, je cite, aurait rendu impossible le fonctionnement du département et aurait, bien sûr, généré des inquiétudes importantes relatives au dédommagement supplémentaire. Fin de citation. Donc, il y a bien l'ignorance, répond bien à un impératif économique et social. Et d'ailleurs, je répète, comme je l'ai déjà fait à multiples reprises, que est bien confirmé avec Fukushima ce que la catastrophe de Tchernobyl avait permis d'établir, à savoir que tous les risques sont bien acceptables quand on fait en sorte de ne pas laisser à ceux qui les prennent la possibilité de les refuser. Alors, la deuxième la deuxième conclusion liminaire, c'est-à-dire
c'est que la production d'ignorance, elle constitue, on l'a vu avec les exemples de la doctrine de la cogestion, constitue le fondement de la doctrine de l'accommodation à la contamination radioactive. Autrement dit, on peut, pour développer la doctrine de la cogestion ou de l'accommodation à la contamination radioactive, il faut absolument produire de l'ignorance. Et qu'est-ce que c'est que cette ignorance, fondamentalement, dans ce cas-là? C'est celle qui repose sur l'irrationalité selon laquelle, eh bien en fait, et là on rejoint notre discussion sur les contradictions internes, il existerait dans le monde physique un entre-deux de la contamination où l'exposition au rayonnement serait simultanément dangereuse, en théorie, et en même temps elle serait inoffensive dans les faits. Parce que c'est ça finalement. Dire aux gens, vous allez pouvoir vivre avec la contamination en la mesurant, en vous y confrontant, en écartant les obstacles quotidiennement que vous rencontrez sur votre chemin, etc. C'est en fait dire que, oui, certes, là, il y a une dangerosité de l'exposition au rayonnement en théorie, mais en fait, dans les faits, ça dépend. Donc là, c'est assez incroyable. On est dans une irrationalité totale. De ce point de vue-là. Oui. Et toute forme on peut dire que toute forme de légitimation de l'existence d'un tel entre-deux de la contamination, en fait, c'est typiquement un entre-deux de la vérité, comme ceux dont on parle beaucoup maintenant, auquel l'ignorance aboutit. Et cet entre-deux de la vérité, qui consiste à dire donc, c'est dangereux en théorie, mais dans les faits, c'est pas totalement dangereux si on s'y accommode. Eh bien, cet entre-deux de la vérité, il ne mène qu'à l'extrémité de la violence du vivre, de ce qu'on appelle le vivre avec, c'est-à-dire vivre avec la contamination. Alors même qu'en fait, il faudrait œuvrer à la protection des populations qui sont, elles, placées totalement involontairement dans des zones de contamination radioactive. Bon. Là, il y a vraiment... donc on voit bien il faut approfondir bien sûr tout ça, mais il y a bien un lien très important à développer entre les doctrines de l'accommodation et de la cogestion et la production d'ignorance dans ce sens. Mmh. Et puis une troisième modalité, troisième conclusion, toujours liée à l'ignorance. Alors là, moi j'insiste beaucoup et je pense que c'est un piège de ne pas le faire. J'insiste sur le fait que l'ignorance ne peut pas être considérée uniquement, comme on l'a fait depuis longtemps et comme on continue de le faire d'ailleurs, on ne peut pas la considérer comme résultant uniquement d'un certain nombre de scientifiques qui seraient des collaborateurs, de ce qu'on pourrait appeler une science déviante. Je pense qu'il faut sortir de cette simplification selon laquelle il y aurait des scientifiques salauds qui en fait, finalement, pour des intérêts de carrière et matériels, serviraient des lobbies. Attention, je ne dis pas que cette réalité n'existe pas. Oui, c'est ça. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a. Elle existe, on en a des exemples. Oui, on l'a vu encore récemment avec le pneumologue en chef de la salpêtrière, de la salpêtrière qui en fait travaillait pour Total. Bon, ok, ça existe et il faut en parler et il faut le dénoncer, etc. Mais on ne peut pas réduire. Mm-hmm. Si on réduit la production d'ignorance à la science déviante et à ses acteurs, on passe à côté, je pense, de 90% de l'iceberg. Il suffirait de virer les salauds et tout irait bien. Exactement. Parce qu'en fait, je crois que le problème est structurel. C'est-à-dire que, et là c'est une hypothèse, peut-être qu'il faut affiner, vers laquelle il faut évoluer, vers laquelle qu'il faut développer. Et il y a peut-être des choses là intéressantes à mettre au jour, encore une fois. C'est que on est dans un contexte maintenant, dans la gestion des catastrophes, pas seulement du nucléaire, mais n'importe quelle catastrophe. Et Katrina, par exemple, c'est pareil, une catastrophe naturelle qui va en fait se transformer en catastrophe industrielle, puisqu'il va y avoir la montée des eaux va en fait répandre des produits chimiques qui sont eux plus ou moins disséminés à l'origine dans des stocks dans les zones inondables, et qui en fait vont être effectivement vont envahir l'environnement du fait que la catastrophe naturelle survient. Bon, mais
donc, en situation de catastrophe naturelle, on voit bien que, ou industrielle, on voit bien qu'en fait, il y a ce qui guide fondamentalement l'évaluation du risque, c'est ce qu'on peut appeler une forme de maximisation de l'efficacité épistémique. C'est-à-dire, en fait, je vais être plus clair, il s'agit là, vous m'avez perdu. Il s'agit, dans l'évaluation du risque, les autorités qui sont sagement en charge de l'évaluation du risque en situation de catastrophe doivent en fait ont un objectif, c'est maximiser l'efficacité de leur production de connaissances, on va dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elles doivent, dans un délai donné, avec des ressources limitées, produire de la connaissance sur la situation. Et ça, fondamentalement, structurellement, ça va générer, comment dirais-je, une réduction du savoir. Puisqu'en fait, elles vont être amenées, ces autorités, à concentrer de plus en plus leur intérêt sur un nombre de plus en plus restreint de choses. Soit sur un nombre de plus en plus restreint de polluants, mais également simultanément sur des tailles de territoire de plus en plus restreintes également. Parce que elles sont dans une logique de maximisation de l'efficacité de la production de connaissances. Vous comprenez? Donc finalement, en produisant, non pas qu'elles cachent, non pas qu'elles produisent pas de connaissances, mais le fait qu'elles produisent de la connaissance produit simultanément de l'ignorance, en fait, dans cette logique de maximisation de leur efficacité. Est-ce que c'est... Vous comprenez? Oui. Est-ce que c'est ça me fait penser tout simplement à la démarche scientifique, c'est-à-dire à partir du moment où on délimite un domaine dans lequel on a envie de chercher, on élimine forcément les autres. Enfin, sauf que là, tout à fait. Sauf que là, on est dans une science particulière. On est dans la science régulatrice. En fait, c'est la science. C'est la science au service de la régulation, de la réglementation, en fait. Hein. Mais avec encore. Mais vous avez raison. Dans le processus classique de production scientifique, il y a également une forme de recherche d'efficacité quand même. Mais là, je dirais, l'efficacité est encore plus importante puisque là, on n'est pas dans la recherche fondamentale. On est dans dans la science, on a encore le goût du gâchis, si je puis dire. Mais là, il s'agit plus d'avoir du gâchis, il faut être efficace. Et donc, puisqu'on doit produire des règles, et en plus, on a des contraintes de temps. Et donc, de ce fait même, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les experts et les scientifiques qui sont dans ce système vont en fait produire de plus en plus de savoir sur quelque chose qui se réduit de plus en plus. Donc, on va faire compter moins de connaissances pour plus. Oui, d'accord. Et c'est dans ce sens-là qu'on va produire de l'ignorance aussi. Et c'est dans ce sens-là que cette logique de la recherche de l'efficacité de la production de connaissances, en fait, est une approche radicalement réductrice de la compréhension qui lie de la compréhension des relations entre les environnements et la santé humaine. En fait, je dirais que le processus lui-même d'évaluation du risque, ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent risk assessment, l'évaluation du risque, le processus lui-même par palier d'évaluation du risque, eh bien, plus on augmente dans les paliers d'évaluation du risque, plus en fait plus ce qu'on observe est ténu, et plus ce qu'on observe de manière ténue, et on l'observe sur des zones de plus en plus réduites. Eh bien, ce processus-là d'évaluation du risque, on voit bien qu'en fait, en situation de désastre, il devient moteur dans le processus d'invisibilisation de la menace réelle, en fait. Et je pense que nous avons tout intérêt, donc, à regarder aussi cette forme de production d'ignorance, qui n'est pas directement liée, encore une fois, à des scientifiques véreux. Bien. Alors, on va s'arrêter là. On n'excusera pas les scientifiques véreux, mais voilà. On peut après réfléchir sur les liens entre la science déviante et
Et cette forme de production d'ignorance aussi. Oui. C'est quelque chose à, oui, c'est quelque chose à creuser là. Enfin, oui, que moi, moi en tout cas, j'ai pas du tout, enfin, j'avais pas du tout vu cet aspect-là de la chose, donc c'est très bien qu'on se penche là-dessus. Bon, on a beaucoup exploré, c'est bien. Oui. C'est bien. Merci Thierry Ribaud. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et que vous êtes donc le co-auteur, vous allez me rappeler le nom, je l'ai, d'un ouvrage qui est paru en 2012, donc juste après le début de la catastrophe de Fukushima, qui s'appelle Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima, produit à l'encyclopédie des nuisances, et que vous êtes aussi l'auteur de nombreux articles disponibles, je crois, à peu près tous sur Internet. Ouais. Et à lire. Je vous remercie. Et voilà, donc je vous rappelle que je vais remercier Joachim à la technique. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions de radio, donc la demi-heure radioactive sur Radio Galère depuis début 2012 aussi, sur notre chaîne Collectif Antinucléaire, notre chaîne YouTube Collectif Antinucléaire 13, où on essaye d'aller... oui. On ne parle pas de l'actualité du nucléaire, on ne parle pas de l'actualité antinucléaire, mais on essaye d'aller explorer tous ces discours, voilà, qui nous expliquent qu'en fait on peut vivre avec tout ça. Et ben nous, on pense qu'on ne peut pas vivre avec tout ça. Voilà, merci Thierry Ribaud et à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, on conclut provisoirement notre cycle sur la production d'ignorance dans le domaine du nucléaire avec ces entretiens avec Thierry Ribaud. Il est important, je crois, je vais conclure là-dessus, de répéter qu'en cas de catastrophe nucléaire, toutes les mesures nécessaires seront prises par les autorités, non pas pour protéger les populations, mais pour que ces mesures coûtent le moins cher possible et que le maintien de l'ordre social soit assuré. Voilà le cas que les autorités font de notre santé physique et psychique en cas de catastrophe nucléaire, autant le savoir. Je vous recommande certaines lectures si vous avez envie de mieux comprendre comment les autorités justement vont nous gérer. J'ai pas dit gérer la situation, mais nous gérer les populations, les gens en cas de catastrophe nucléaire. Il faut aller lire le CODIRPA, c'est la doctrine post-accidentelle française. CODIRPA. Il faut aller lire les sites de Mutadis, qui sont les conseils des gouvernements sur la bonne gouvernance en cas de catastrophe. Et puis les dialogues in Fukushima. Ça, c'est les dialogues citoyens pour gérer la crise à Fukushima. Je vous les recommande évidemment, c'est pas dans le sens que je vous les recommande, c'est que j'ai bien aimé, c'est évidemment avec le regard critique qui s'impose. Voilà, on a remercié Joachim à la technique, mais ça c'était au mois d'août quand on a enregistré l'émission. Je vais donc remercier Sidi à la technique pour aujourd'hui. Et on se retrouve dans 15 jours. Et dans 15 jours, on vous parlera de Sivens. On reviendra sur le projet de barrage et sur les projets d'aménagement de territoire. On verra que les mêmes acteurs sont là pour gérer nos territoires. Voilà, à bientôt. Merci Radio Galère.